Bonjour à tous, aujourd'hui un épisode spécial, en fait c'est pas un épisode, je vais pas vous parler d'histoire, mais je vais vous parler d'une actualité qui concerne les archives en ce moment. C'est une affaire qui traîne depuis un moment et contre laquelle beaucoup d'historiens, d'historiennes ou d'archivistes se sont battus et se battent encore, car cela touche directement leur travail. Donc ici le but c'est de porter leur parole, donc il y aura aussi des interviews d'archivistes ou d'une historienne qui ont bien voulu me répondre pour exposer le problème. Évidemment, je ne toucherai pas de Tipeee pour cette vidéo, c'est une communication, c'est presque indépendant de la chaîne. Et je vous mettrai bien sûr tous les liens, toutes les lois, tout ce que j'ai trouvé dans la description de la vidéo. Donc on va commencer tout de suite. Déjà, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu difficile de donner un point de départ, mais en gros, depuis janvier 2020, l'accès aux archives classées secret défense au moment de leur production, c'est considérablement compliqué. Et pour comprendre ne serait-ce que ce qui pose problème, il va nous falloir définir 2-3 petites choses et entrer dans du légal. Bienvenue dans le monde des archives. Historiquement, les archives publiques, en tant qu'institution, sont construites par la Révolution française, qui cherche à permettre à tout citoyen de demander des comptes à l'État, à l'exercice du pouvoir, via l'ouverture de toutes les pièces officielles produites par ce dernier. Du 7 Messidor en 2. C'est la loi qui organise les archives en France, la première loi sur les archives qui organise les archives. Et dedans, vous avez un article qui dit que tout citoyen a accès aux documents, aux heures d'ouverture de la préfecture, et voilà. Mais c'est vraiment lui qui organise, cette loi organise les archives en France, et donc qui donne bien ce droit-là à tout citoyen. On ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les archives détenues par l'État sont publiques. Donc oui, chacun d'entre vous peut aller dans les archives publiques et demander à voir des pièces qui y sont entreposées. L'organisation de ces archives publiques se fait à travers un certain nombre d'institutions. Alors je veux bien vous faire un petit schéma, mais ce sera simplifié. L'essentiel des archives publiques relève du service interministériel des archives de France, le SIAF. Ce dernier relève du ministère de la Culture. Il gère les archives nationales par 3 services. Les archives nationales, à Paris et à Pierrefitte-sur-Seine, les archives nationales d'outre-mer, à Aix-en-Provence, et les archives nationales du monde du travail, à Roubaix. Il existe également un réseau des services publics territoriaux d'archives, avec des services d'archives à chaque niveau administratif. On a donc les services communaux et intercommunaux, les services départementaux et les services régionaux. Pour compléter le tableau, il faut noter que 2 services d'archives ne relèvent pas du SIAF. Il s'agit des archives diplomatiques, qui relèvent du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay quoi, et des archives de la Défense et des Armées, qui relèvent du ministère des Armées à travers la Direction du patrimoine, de la mémoire et des archives, DPMA, avec le service historique de la Défense, le SHD. Bon voilà, maintenant vous pouvez dire que vous connaissez un peu l'organisation des archives publiques en France. Et je le répète, même si c'est un outil vital de travail pour les historiens, historiennes et archivistes, ça n'est pas leur chasse gardée. Vous pouvez y aller et consulter des documents. Comme dirait quelqu'un, les archives, c'est 2 jambes. C'est d'abord, les archives sont conservées d'abord pour justifier des droits de l'administration, mais aussi du citoyen, et ensuite pour servir de matériau à l'histoire. Bref, c'est bien joli tout ça, mais il nous reste à définir un cadre légal qui permet de définir la communicabilité de ces archives publiques, etc. Oui, parce que bon, on peut quand même pas tout laisser à libre disposition comme ça. Aujourd'hui, c'est une loi de 2008 qui définit ce cadre, dans le Code du patrimoine, et qui détermine en même temps les délais de communication des archives. Un exemple au pif, si le document relève du secret médical pour une personne, eh bien c'est 25 ans après sa mort ou 120 ans après la production de la pièce. Enfin, vous voyez le genre de délire, quoi. Parmi tout ça, il y a évidemment le délai de communication des documents astreints au secret de la défense nationale ou portant atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État et de sa sûreté, de la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ou la protection de la vie privée. Et oui, vous devez le savoir, mais il y a des documents un peu sensibles. C'est relativement justifié, c'est normal. On parle de plans de bâtiments militaires, de communication diplomatique, enfin tout ça. Donc on limite la possibilité de voir ces documents à des personnes accréditées. Ces accréditations ont évolué dans le temps, mais retenez qu'aujourd'hui, il y en a 3 niveaux. Confidentiel défense, secret défense, très secret défense.
Si vous n'avez pas l'accréditation nécessaire, tous les documents estampillés secret défense vous sont interdits. Et le Code du patrimoine dispose que tout document classé secret défense est consultable de plein droit 50 ans après son émission. Genre c'est bon, c'est du passé, on peut laisser les gens regarder, c'est de l'histoire désormais. Donc pendant un long moment dans les archives, quand on tombait sur un carton ou un document classé secret défense, c'était assez simple. On regardait la date de document. Si c'était plus de 50 ans, c'est bon, vous pouviez regarder, c'était considéré comme accessible de plein droit. Et sinon, vous pouviez toujours demander à l'administration émettrice de la pièce une procédure de déclassification, histoire que celle-ci regarde l'intérêt de la pièce et si ça va, ça craint plus trop, elle déclassifie et vous pouvez la voir quand même. Là où ça se complique, c'est qu'un arrêté du 30 novembre 2011, l'IGI 1300, est venu définir une procédure de déclassification une fois le délai de 50 ans passé. C'est dans l'article 63, si ça vous intéresse. En s'appuyant sur le Code du patrimoine et sur le Code pénal, qui définit la sanction en cas de non-respect de la classification secret défense, article 413-9 à 413-12 d'une loi de 1994 modifiée en 2009. L'IGI 1300 argue la nécessité d'une action de déclassification. Bon, je ne vais pas faire le juriste, mais ça apparaît pas comme super solide étant donné qu'aucune loi ne dispose de la nécessité d'une action. Ceci dit, en 2011, l'IGI 1300 ne change pas grand-chose parce que tout le monde s'en fout. Les archives continuent à tourner selon le Code du patrimoine. Bon, et là je vous la fais courte, mais en gros, petit à petit, dans certaines administrations, s'installe l'idée qu'aucun document classifié ne peut être communicable sans action de déclassification préalable. Et le vrai tournant, c'est en janvier 2020. Les effets de la procédure de déclassification, en fait, étaient déjà dénoncés par les archivistes avant 2020. Mais en 2020, compte tenu du blocage qui engendré par l'application stricte de l'IGI par les services du SHD, le service historique de la défense, ont donné de la visibilité à cette question de la déclassification. En effet, le Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, le SGDSN, rappelle l'existence de l'IGI 1300 et aussi la possibilité de poursuites pénales pour tous ceux qui emploieraient des archives secret défense non déclassifiées. Donc les archivistes, les historiens, enfin un peu tout le monde. Le Code dit que les personnes qui accèdent à des documents qui sont classés secret défense peuvent encourir le délit de compromission. On se compromet à soit faire accéder un document, soit le consulter. Donc, D'accord. Qui dit accéder au document, c'est pour les archivistes, qui dit consulter, c'est pour les historiens. Et c'est dans l'IGI 1300 qui donne toute la procédure de déclassification. Et là, tout se bloque. Ce rappel entraîne une application plus stricte de l'IGI 1300 et, conséquence, des pièces considérées jusqu'ici par défaut comme consultables deviennent de nouveau inaccessibles. On frôle le délire administratif, vous allez voir. La procédure décrite par l'IGI 1300 est en effet assez lourde. Pour déclassifier un document secret défense, il faut déjà qu'une personne habilitée, donc pas n'importe quel archiviste, des personnes qui ont reçu l'accréditation, consulte la pièce pour demander l'autorisation de déclassifier le document à l'entité qui l'a émis. Et une fois cette autorisation reçue, si jamais elle arrive un jour, parce que les délais peuvent être assez imprévisibles, soit par manque de moyens, soit par oubli, ou que sais-je, le document reçoit alors un coup de tampon déclassifié. Enfin un timbre, avec la date, la raison de déclassification, tout ça. Et là c'est bon, la pièce est consultable publiquement, sans limitation. Oui, parce que la procédure de déclassification telle qu'elle est en place à l'heure actuelle est assez chronophage et demande à l'archiviste l'autorisation de l'autorité émettrice du secret défense. Et sans cette autorisation-là, il ne peut pas lever le secret défense. Et une non-réponse de cette autorité émettrice vaut refus. Du coup, bon, pour une pièce ça va, mais ça prend des proportions qui factuellement bloquent tout. Donnez un exemple. Rien que pour la guerre d'Algérie, au service historique de la défense, c'est 650 mètres linéaires de documents qu'il faut déclassifier. Un mètre linéaire, c'est quand vous mettez côte à côte les papiers pour obtenir 1 mètre horizontal de rayonnage. C'est beaucoup. Là, ça veut dire qu'on en a pour des mois et des années avant de pouvoir
communiquer certains documents qui ont 70, 80 ans, quelque chose comme ça. Et pour les archives nationales, c'est 700 autres mètres linéaires. On n'a pas les chiffres pour le Quai d'Orsay, mais vous voyez déjà la masse de travail. Du coup, depuis janvier 2020, les archives se retrouvent dans une situation absolument kafkaïenne qui a 2 conséquences. Déjà, tous les services d'archives se retrouvent à devoir se débattre pour déclassifier une masse inimaginable de documents. Un travail dantesque. Par exemple, le SHD a recruté 30 vacataires juste pour ces opérations de déclassification. Il faut rapporter cette procédure au volume de documents conservés dans les services d'archives. C'est des dizaines de milliers de documents qu'il faudrait déclassifier aujourd'hui. Je crois qu'au service historique de la Défense, ils ont évalué à 13 ans de temps de travail pour déclassifier les documents depuis 1934. Mais surtout, les archives secret défense datant d'après 1934, qui n'auraient pas encore été déclassifiées, se retrouvent bloquées. Alors en fait, l'essentiel de mes archives, et notamment de mes archives françaises, sont des archives provenant du service historique de la Défense, ce qui est logique en fait, puisque je travaillais sur l'armée française entre 43 et 45. Et donc, en fait, je dirais à la louche, 90% de mes archives sont tamponnées secret défense, ou secret, ou confidentiel défense, etc. Et donc, si on suivait l'application stricte de l'IJ telle qu'elle a été voulue par le SGDSN à partir de décembre 2019, eh bien en fait, toutes mes archives, si vous voulez, toutes mes archives tombaient sous le coup d'une nécessité de déclassification. Et donc là, le livre issu de ma thèse va paraître, je m'appuie sur des archives qui n'ont pas été formellement, peut-être à ce jour l'ont été, mais n'ont pas été formellement déclassifiées. Et donc, encore une fois, même si je ne suis pas trop inquiète, théoriquement, je suis passible de poursuites pour compromission du secret de la défense nationale. Bon, il y a des nuances, à force des choses se débloquent, mais vous voyez le genre. Aujourd'hui, certains papiers qui ont servi à des publications historiques sont de nouveau non consultables. Cela crée de nombreux embouteillages, ralentit des travaux d'historiens, et la perspective de ces blocages décourage l'ouverture de nouveaux travaux. Cela concerne les étudiants, en licence, en master et même en doctorat, que l'on détourne des sujets qui pourraient être concernés. Moi, je ne conseillerais absolument pas un doctorant ou un masterand. Je ne mettrais pas un de mes masterands sur un sujet qui porterait Seconde Guerre mondiale, peut-être que je tenterais le coup, mais sur 4e République, conflit indo-chinois, Algérie, non, ça serait en fait l'exposer à des difficultés. Et donc, tout ça nourrit, c'est pour ça que je vous dis 10-15 ans, parce que ce masterand que je ne vais pas mettre sur ce sujet sur l'Algérie aurait peut-être été un masterand qui ensuite aurait pris goût, aurait formulé un projet de recherche, de thèse, aurait fait une thèse, et donc dont on aurait eu au fond les résultats 10 ans plus tard. Parce que moi je pense qu'il faut 10 ans pour former un spécialiste d'un sujet. Forcément, le secret défense n'est pas appliqué à toutes les pièces des archives, mais ça concerne des sujets de fond importants pour l'effort de mémoire, pour la transparence de l'action de la France, ou même pour des affaires judiciaires encore en cours. Que ce soit volontaire ou non, à la fin, ça tâche un peu l'image de l'État. Seconde Guerre mondiale, guerre d'Algérie, mais aussi différentes affaires d'assassinat, de disparition, j'en passe évidemment. En exemple concret d'événements pourtant assez loin dans le temps, qui manquent de certaines pièces maintenant pour permettre de nouveaux travaux, on peut citer les massacres de Thiaroye en 1944 au Sénégal ou de Sétif en 1945. Tous les deux devraient voir tout ce qui les concerne complètement ouvert, mais non. Alors ça empire encore plus quand on sait que ça invisibilise indirectement certaines archives. Bah oui, un document classé secret défense fait que son bordereau de versement dans les archives, le petit papier qui permet de les retrouver, est également classé secret défense. Donc si vous n'avez pas l'accréditation, vous ne pouvez pas savoir qu'il est là. Ce qui complique les demandes de déclassification qui jusqu'alors n'avaient pas lieu d'être. Cela va contre le discours d'ouverture tenu depuis la loi de 2008 et repris par le président de la République actuelle. D'un côté on ouvre ou on déclare vouloir ouvrir, et de l'autre côté l'administration, sous l'impulsion de la SGDSN, bloque. Certes, en mars 2021, le gouvernement s'est engagé à assouplir les processus de déclassification, renforçant l'idée que cette dernière est nécessaire au passage. Mais dans le même temps, il y a des affaires de promesses d'ouverture, comme après le rapport Stora, portant sur les questions de mémoire sur la colonisation et la guerre d'Algérie. Mais en novembre 2020, une version plus stricte de l'IGI 1300 était publiée.
Bon, en théorie, cette IGI ne devrait pas aller contre la loi, mais le recours déposé face au Conseil d'État par plusieurs associations n'a pas encore reçu de réponse, donc le blocage perdure. Il faut savoir que dans cette affaire, les historiens et les archivistes de tous bords font plutôt front commun. L'Association des archivistes français, l'AAF, l'Association des historiens contemporanéistes de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'AHCESR, l'Association Josette et Maurice Audin, le Réseau national d'action des archivistes, j'en passe forcément. Tous s'engagent pour dénoncer cette situation et sont également soutenus par l'International Council of Archives, l'ICA. Ceux qui suivent cette mobilisation soutiennent en tous les cas le fait qu'on ne doit pas restreindre cet accès, même pour des documents secret défense. Bref, indépendamment d'une interprétation politique rendue impossible par l'opacité des prises de décision au sein des administrations, le fait est que cette situation remet en cause la philosophie même des archives publiques. D'une règle simple, comprise par tous et satisfaisante pour le secret de l'État, on est passé à un blocage généralisé qui échappe au contrôle du pouvoir législatif. On a conscience, en tant qu'archiviste, du nécessaire équilibre entre protection des secrets et liberté d'accès aux archives. Mais on a aussi l'intime conviction que la loi sur les archives qui a été révisée en 2008 est une loi protectrice et suffisamment protectrice du secret défense. Et tous les professionnels du secret défense s'entendent pour dire que le secret défense se périme assez rapidement. Voilà. Donc après 50 ans, il nous semble qu'il y a très peu de risques de divulguer des informations qui seraient encore sensibles. Et selon une tribune publiée dans le JDD en avril 2021, la situation pourrait même empirer. Un projet de loi de renseignement et de sécurité intérieure prévoirait de changer la condition de déclassification. Plutôt que de compter les 50 ans à partir de la date d'édition, le projet de loi prévoit de commencer le décompte à partir de la fin d'utilisation, laissée à la libre interprétation de l'administration concernée. Ce qui permettrait potentiellement de bloquer n'importe quel document, puisque ce critère de fin d'utilisation est un critère flou, facilement dévoyable. C'est cette histoire de non pas déclassifier à partir de la date d'un document, mais à partir de sa fin d'usage. Or ça, c'est l'administration productrice du document qui pourra dire, voilà, moi j'estime que la fin d'usage, ça y est, là, on arrête d'utiliser les bombardements, bon, donc c'est bon. Eh bien, c'est tout le métier en fait d'archiviste qui saute. C'est parce que jusqu'à présent, le point de départ du calcul du délai de 50 ans, c'est la date du document. Donc la date du document, c'est un élément objectif. Il est prévu que ce point de départ soit maintenant un événement glissant qui est la fin d'utilisation. Et donc cette fin d'utilisation, elle n'a pas de caractère objectif. Et a priori, l'archiviste n'est pas compétent pour identifier cette fin d'utilisation. Et donc, il faudra demander à l'administration cette date de fin d'utilisation. Et donc, en fait, c'est comme si, in fine, c'est l'administration qui décidait à quel moment, après quel délai, les documents qu'elle produit et qui sont de nature à en mettre en cause le secret de la défense ou la sûreté de l'État sont susceptibles d'être communiqués. Un exemple tout bête serait de dire que si vous voulez étudier des parachutistes de Dien Bien Phu, désolé, on a encore des parachutistes aujourd'hui, on ne va pas déclassifier. Et le document est sorti pendant que je préparais cette vidéo et l'article vient d'être supprimé. Bon, je vous mets le lien pour que vous puissiez voir les changements qui étaient prévus. L'article est en cours de réécriture. Vous m'excuserez, mais toute cette vidéo a été préparée avant, donc on va un peu en parler, mais on voit déjà des éléments de flou. Je ne vais pas tout décrypter avec vous, mais ça tapait un peu trop large. Je vous invite à suivre les associations qui s'occupent de cette affaire pour comprendre. On notera tout de même l'alinéa 3, qui cherche à régler le problème des blocages en insistant sur l'automatisme de déclassification une fois le délai passé. De quoi revenir à la situation antérieure. Cet alinéa va dans la bonne direction. Mais du fait du reste, l'article est en réécriture. On ne peut pas en dire plus puisqu'il faut attendre la nouvelle version. On ne peut que surveiller. Cet alinéa 3 suffirait pour revenir au fonctionnement de la loi de 2008, qui se base sur la date d'émission du document et qui considérait en fait implicitement que la déclassification était automatique. Mais le reste de l'article
tendait vers une décision un peu plus administrative, donc plus obscure publiquement. Mais n'embrouillons pas non plus le propos. Vis-à-vis des archives, il est normal que par moment, l'intérêt de l'État prévale. Tout comme il est normal que parfois l'intérêt du citoyen aille contre l'intérêt de l'État et que ce dernier ait à s'y plier. Par exemple, François Graner, historien qui étudie le génocide du Rwanda en 1994, a obtenu l'ouverture de certaines archives par le Conseil d'État en 2020. Donc avant la fin du délai. Le Conseil d'État arguant que l'intérêt légitime du demandeur est de nature à justifier, sans que soit portée une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, l'accès aux archives litigieuses. Le bon équilibre, encore une fois, je crois que c'est le Parlement, c'est-à-dire, et c'est cette loi sur les archives de 2008 qui dit, bon, il faut qu'il y ait un secret de la défense, ça c'est logique, date du document, 50 ans, et puis voilà. Bref, ne prêtons pas d'intention politique ou de volonté de cacher à l'administration ou au gouvernement. Peut-être que celle-ci existe, mais nous n'avons aucun élément pour l'appuyer. Et entendons la profession qui demande simplement que cette situation trouve une issue en accord avec le principe des archives publiques. En fait, on n'en sait rien. Et en fait, on a presque un peu décidé que, bon, comme on n'en savait rien, même si ça serait intéressant de savoir, mais c'était plus vraiment le sujet et que le sujet, c'était d'arrêter cette refermeture sans précédent de l'accès aux archives, quoi, voilà. Je pense qu'il y a un peu plus qu'une simple collusion entre deux textes, qui a sans doute aussi un rapport à la sensibilité des informations, qui est peut-être différent selon les interlocuteurs. Alors que faire ? Ici, mon but était de vous faire part d'un problème qui touche directement le travail des historiens. Et le travail archivistique, qui relève également d'un enjeu citoyen. Mais comme vous suivez cette chaîne par intérêt pour l'histoire militaire, il m'a semblé pertinent de vous en toucher un mot. C'est bien le travail des historiens et des archivistes qui permet cette étude, cette remise en cause permanente de ce que nous comprenons de notre passé. Montrer notre soutien à la profession, comprendre l'importance de l'ouverture publique et inconditionnelle de nos archives communes, nationales, collectives, c'est aussi accepter que l'histoire est une matière qui se construit lentement par un travail de l'ombre et qu'il nous faut soutenir. Vous pouvez suivre cette affaire, alerter vos représentants, soutenir les associations impliquées ou tout simplement en parler autour de vous. Car encore une fois, les archives vous appartiennent également. Cette affaire dépasse le seul cadre du travail historique et finalement montre que les archives publiques, c'est un engagement de la société qui doit être en permanence renouvelé. Avoir conscience que les archives que l'accès aux archives n'est pas qu'un problème d'historien. C'est que les archives ne sont pas produites pour écrire l'histoire. Elles sont produites pour permettre à l'administration d'exercer ses activités, de garder trace de ses décisions, et donc à chaque citoyen de pouvoir demander des comptes à l'administration, un peu dans la même logique que le mouvement qu'on appelle d'open government et d'open data. Les archives, sont des objets politiques avant d'être des objets historiques. Voilà, je vous embête pas plus, j'espère tout de même vous avoir intéressé et vous avoir appris des choses. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.